Bonjour et bienvenue sur notre antenne, sur notre chaîne Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Flavien Douetto, fondateur de Hublot. Bonjour Flavien, Bonjour. merci d'avoir accepté notre interview. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours entrepreneurial, s'il te plaît? Oui, donc moi je suis Flavien Douetto, je suis un des deux cofondateurs de Hublot. Et très rapidement, avant j'étais dans le secteur bancaire, donc j'ai longtemps travaillé notamment chez BNP Paribas. J'ai ensuite participé à des créations de banques. Et en 2020, suite à la rencontre avec ma cofondatrice qui s'appelle Agathe, on a décidé de lancer Hublot. Et Hublot, c'est un logiciel de gestion locative. Alors, comment est venue l'idée? Comment est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat? Alors je pense que c'est rarement venu, on va dire, complètement spontanément. J'ai toujours voulu, entre guillemets, lancer mon propre projet. Et ça a plutôt la logique d'enchaînement. Je n'étais pas prêt, moi, personnellement, à la fin de mes études, à me lancer directement dans l'entrepreneuriat. Et c'est plutôt au travers de ma rencontre avec ma cofondatrice, qu'on a des amis en commun, qu'on a décidé ensemble de lancer un projet. D'accord. Alors, donc, une rencontre avec ta cofondatrice et quelle est la complémentarité? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer avec elle? Oui, bon, donc vraiment basé sur la complémentarité. C'est que je rappelle souvent pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat c'est assez dur et surtout c'est quand on est avec un associé, c'est une relation qui va être très, on va dire, puissante dans le sens où on va vivre avec la personne des volumes d'horaires de travail assez importants et surtout avec des bons et surtout des mauvais côtés parfois à gérer. Et donc, ce que j'ai cherché, c'est une personne en qui je pouvais avoir confiance et sur lequel il y avait une complémentarité. Et la complémentarité, elle est assez simple, c'est que moi, j'ai plutôt un parcours assez finance, un tout petit peu commercial, et elle avait un aspect très métier et créatif, puisqu'en fait, elle est à l'origine professeure agrégée de design d'interface. Donc, elle est spécialiste sur comment concevoir des produits web qui sont fluides et beaux, ce que moi, je ne sais pas du tout faire. Donc, une complémentarité naturelle, une complémentarité aussi au niveau des caractères, des savoir-être. Tout à fait, ça c'est très important en termes de communication et même de positionnement. Je pense que je suis un peu plus extraverti, elle est clairement introvertie, et on n'a pas exactement la même manière de communiquer ou de se positionner, ce qui fait en sorte que ça permet aussi, quand on a des interlocuteurs différents, de savoir qui on peut positionner en face, puisqu'en fait il y a des gens que je vais énerver, et à l'inverse, il y a des personnes que elle va, on va dire, pouvoir séduire, ou en tout cas convaincre beaucoup plus facilement avec son profil. D'accord. Alors, Hublot est né probablement d'un constat qu'il y avait quelque chose à chercher. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et nous présenter Hublot, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, on s'attaque au secteur de l'immobilier. Le secteur de l'immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est un secteur traditionnel. Donc, tout le monde le connaît, je pense qu'il existe depuis très longtemps, mais fondamentalement, quand même, un secteur traditionnel, c'est-à-dire avec des usages qui ont très peu évolué, pas forcément une logique de service client qu'on peut connaître dans d'autres secteurs, et bah, des personnes qui ont des profils assez classiques, l'homme de 55 ans, blanc, dirigeant d'éléments, donc vraiment un secteur traditionnel. Et le constat est assez simple, c'est que c'est un secteur qui doit évoluer du fait d'une évolution des clients, des évolutions de l'offre. On peut passer à la colocation, le co-living, on entend beaucoup parler en ce moment du logement social. Et ces évolutions-là sont aujourd'hui bloquées par l'infrastructure technologique, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a une sorte d'oligopole d'éditeurs sur ce marché-là qui existe depuis 40 ans et qu'on cloisonné. Et donc, nous, un des enjeux en constat, c'est de proposer une nouvelle approche logicielle pour un secteur traditionnel qui se doit d'évoluer simplement pour répondre aux nouveaux enjeux de maintenant, qui sont la réactivité, la transparence et les nouveaux usages des logements. En fait, vous avez apporté dans le secteur immobilier qui est très traditionnel la valeur service client, satisfaction client, apport de plus-value pour votre client. C'est bien ça? Exactement, et ça, c'est quelque chose qu'on a connu même dans la banque, par exemple. On voit que dans la banque, il y a eu des réflexions. Je pense qu'il y a encore du travail, mais il y a ces éléments-là. Mais c'est vrai que pendant très longtemps dans l'immobilier, du fait d'une asymétrie entre l'offre et la demande, du fait d'un positionnement différent, les réflexes classiques de service client n'existaient quasiment pas. Je veux dire, n'importe qui a un syndic, n'importe qui a candidaté à un logement pour une location, bah, reçoit pas d'email de retour de refus, les réponses sont pas automatiques, très peu de visibilité sur les actions en cours. C'est des choses où aujourd'hui, quand je commande sur Amazon, bah, je sais où ça en est, quels sont les éléments. Et ça, ces pratiques de service client, elles sont en train d'arriver, hein. Bien sûr, il y a des acteurs qui sont plus ou moins avancés, mais c'était quand même pas quelque chose qui semblait être important
en création de valeur pour ce secteur-là. Alors, on a parlé brièvement, on vient d'évoquer tes clients. Est-ce que tu peux nous décrire ton client idéal? Qui est ton client finalement? Oui, alors donc aujourd'hui, Hublot, c'est 150 clients à peu près. Alors, on fait un peu des grands écarts. Et donc, je vais me permettre d'en donner quelques-uns. Mais on va dire que notre première typologie de client, en fait, c'est la personne qui détient un patrimoine. Donc, souvent, ça va être des individus, alors plutôt fortunés, hein, qui ont entre 20 et 100 lots. Un lot étant un parking, un appartement ou une maison. Donc, ça, c'est vraiment les clients sur lesquels Hublot est évident, puisque souvent, ils partent d'un fichier Excel et sur lequel la bascule est un peu, on va dire, immédiate, hein. On va ensuite s'accompagner sur des grands acteurs, notamment du logement social. Donc, on va accompagner des bailleurs sociaux, hein, c'est des entités publiques ou privées qui louent plutôt à des loyers modérés. Donc, ceux-là, on les accompagne, mais évidemment, le temps de projet est très long. Et on va également accompagner, cette fois-ci à prix coûtant, donc on ne fait pas marge dessus, les associations et fondations du mal logement. Donc ça va être Cité Caritas, ça va être Association Parme à agiter, donc des acteurs qui vont proposer de l'hébergement d'urgence, pension de famille, foyer pour fans battus, donc vraiment toutes les typologies qu'on peut imaginer. Et on les accompagne pour amener, entre guillemets, un peu d'efficacité ou un minima de visibilité sur les disponibilités de leur parc. Est-ce que c'était une volonté dès le départ de Hublot d'avoir un impact et donc d'accompagner aussi de manière très light financièrement, j'allais dire, des associations ou des personnes qui s'occupent du mal logement en France? Alors, dès le départ, non, parce que sincèrement, on n'imaginait pas le besoin. C'est-à-dire qu'en fait, je ne pensais pas qu'il y avait un besoin d'équipement sur ce segment-là. Je le connaissais assez mal, pour être honnête. Par contre, le fait de positionner une entreprise en essayant d'avoir un impact, hein, sur la société, pour moi, c'était évident. On l'a fait auparavant, notamment avec une approche assez grande de diversité de profils. On espère avoir amené quelque chose qui permet d'avoir une vraie mixité, vraiment en termes de profil très complet. C'est quelque chose qu'on essaye d'amener. On essaye aussi beaucoup d'amener la capacité de prendre en stage des profils plus jeunes sur les stages de 1 ou 2 mois sans qu'il y ait de piston. Ça, c'est quelque chose qui est souvent compliqué. On a une professionnalisation très forte aujourd'hui de l'éducation, ce qui est sans doute bien. Mais par contre, je ne vois pas comment un enfant de seconde ou même en première année d'école de commerce peut espérer avoir un stage de 2 mois sans piston aujourd'hui. On essaye un tout petit peu d'ouvrir ces éléments-là. Et donc, on a, nous, volontairement positionné la société en se disant il faut que la société s'inclue dans la société au sens large. Et par contre, pour l'accompagnement à prix léger sur les associations, c'est plutôt venu en fonction du besoin. Et par contre, ça nous est paru évident, c'était pas logique de vouloir être une cash machine sur un secteur qui a déjà du mal à trouver des moyens financiers, sur lequel ça fait partie de l'ADN quand même du boulot, d'essayer de trouver des solutions de logement pour la société. Et je vois que de plus en plus d'entrepreneurs, effectivement, cherchent à avoir du sens et à avoir un impact, en fait, sur son environnement. Alors, Hublot a probablement été confronté à un certain nombre d'idées reçues, d'idées préconçues. Est-ce qu'il y en a une ou deux, ou plusieurs d'ailleurs, que tu souhaites mettre à mal à cette antenne? Bah oui, oui, bah justement, quand on attaque un secteur traditionnel qui fait la même chose depuis 40 ans, bah, l'idée préconçue, c'est pourquoi en changer. Et ce que nous, on a essayé d'amener, c'était d'amener une évolution en disant, on ne remet pas en cause ce que vous faisiez sur le passé, c'est pas une note mauvaise qu'on donne sur les éléments, c'est de constater qu'il faut faire une évolution. Et ça, la conduite du changement, elle est monstrueuse pour un secteur. Et ensuite, il y a une vraie différenciation entre la vision grand groupe d'un secteur traditionnel et la réalité d'une start-up. C'est-à-dire que dans un grand groupe, dans un secteur traditionnel, proche du secteur public, les prises de décision, mais sont longues. On parle d'années. L'échelle d'une start-up, elle est de quelques mois. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête, je pense, c'est que si on est dans un secteur traditionnel, il faut avoir en tête qu'il y a certainement une évolution à faire et que si on veut s'appuyer sur des nouveaux acteurs, il faut aller relativement vite dans la prise de décision et que c'est plutôt en testant, en ayant une itération progressive, en faisant vraiment des POC ou des prototypes ou peu importe, qu'on va amener le changement. Donc plus un changement par petits pas qu'un Big Bang. Et donc un des enjeux, c'est en fait d'expliquer que il faut faire confiance aux nouveaux acteurs, même quand on est dans un secteur traditionnel. Et c'est pas parce qu'un nouvel acteur arrive qu'il ne connaît pas forcément les enjeux, qu'il y a une telle complexité métier. Il faut aussi retirer, je pense,
toutes les notions de complexité. J'ai vraiment travaillé dans beaucoup de secteurs réglementés. Ma conclusion, c'est qu'on utilise la réglementation ou la complexité pour justifier l'absence de changement. Et on l'a vu, je fais un petit parallèle avec la banque, hein. Je veux dire, quand on va dans une banque, traditionnelle, on avait un process d'ouverture de compte, mais papier long, bah, est arrivé Revolut ou autre, ouverture de compte en quelques clics. Et ça, c'est la même réglementation, hein, c'est des banques, hein. Bien sûr. Bah, c'est un peu la même chose quand on parle d'un logement social. On va nous expliquer qu'il y a énormément de réglementation, ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas proposer un parcours d'utilisateur fluide et beau pour tout le monde. Alors justement, on va parler du parcours utilisateur. Donc, je rentre en contact avec Hublot. D'abord, je rentre en contact par quel moyen avec Hublot? Sur le site Alors, internet? ouais, plusieurs manières. On a sur le site internet hublot.imo un bouton prise de rendez-vous qui permet de directement prendre rendez-vous dans nos calendriers. On a un chat, donc un chatbot qui est en bas du site où là, on permet de poser des questions et sur lequel on a des réponses. Et sinon, c'est assez simple. Mon email, flavien@hublot.imo ou sur nos réseaux sociaux, vous envoyez un message, vous commentez un de nos posts, on va répondre assez rapidement. Super. Donc, je rentre en contact avec toi, quel que soit le moyen que j'ai utilisé, et ben, je commence à me renseigner. Et comment va se passer en fait mon parcours client? Alors, c'est une très, très bonne remarque. On a aujourd'hui positionné Hublot avec un accompagnement humain Ouais. sur la prise en main. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que sur ce secteur-là, on n'était pas dans une approche de logiciel sur étagère, mais plutôt dans une réflexion de projet. Et donc, comment ça va se passer? On va d'abord interagir évidemment avec une personne commerciale qui va essayer d'identifier le besoin, identifier comment on veut l'accompagner. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, on va avoir un contact, donc un Customer Success Manager, qui lui va en fait enchaîner un peu de formation, mais ce n'est pas tellement de la formation parce que l'outil est assez intuitif, mais plutôt du paramétrage ou de la réflexion par rapport au projet pour identifier qu'est-ce qui est important pour la personne ou autre. Et ça, c'est vrai pour un petit compte, donc pour quelques lots, mais c'est encore plus vrai pour une très grande entreprise où là, en fait, l'enjeu de conduite changement est tel qu'en fait, ce que je vends, c'est de la prestation d'accompagnement au début, de la compréhension du problème, de la remise à plat de process. Donc, on fait des ateliers de design thinking pour avoir émergé et remettre à plat les process avant de parler d'outils. Et je répète tous les jours, en me tirant une balle dans le pied, mais je le pense, un outil, c'est anecdotique. C'est-à-dire qu'il arrive qu'à la fin d'une réflexion sur les humains et les process. Et ça, c'est vrai qu'on est 5 lots, c'est vrai qu'on est 5000 lots ou 50 000 lots. Il faut d'abord interagir de manière un peu relationnelle, bien comprendre le besoin et voir comment l'outil répond, mais pas mettre l'outil avant la discussion. Oui, ne pas se tromper d'ordre. Et j'adore ta définition finalement parce que tu l'as très bien dit, hein. Au démarrage, il y a un commercial, mais en fait, le commercial tel qu'on l'a beaucoup dans la tête, c'est quelqu'un qui va essayer de vous vendre quelque chose. Et non, tu l'as directement positionné c'est comme quelqu'un qui va comprendre, chercher à comprendre le besoin de façon à pouvoir y répondre par rapport à la personne et à l'individu qu'il a en face de lui. Et j'aime beaucoup cette approche. Alors, les prochaines étapes d'Hublot, comment est-ce que tu vois Hublot dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, notre objectif, c'est de grandir. Alors, on n'a pas non plus une volonté d'être sur une croissance effrénée, notamment avec des levées de fonds successifs. Je pense que honnêtement, il y a un mythe à casser sur le fait que c'est forcément la trajectoire classique, même d'une nouvelle entreprise. Je pense qu'on peut être très heureux en créant une PME ou même une TPE. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut complètement relativiser le succès relatif par rapport au montant des levées de fonds. Et nous, si maintenant on se focalise sur Hublot, c'est de continuer déjà sur le marché français sur 2024, avec une extension de plus en plus vers des acteurs qui font la gestion pour compte de tiers, donc concrètement les agences immobilières, pour les accompagner de plus en plus, et ensuite une extension sur d'autres pays limitrophes plutôt à la France et plutôt en lien avec les clients. Et donc l'objectif, c'est quand même de doubler l'activité. Donc cette année, on a 150 clients. Bah, l'objectif, c'est d'en avoir 300 l'an prochain et ainsi de suite. Mais par contre, en ayant toujours la même ADN, c'est-à-dire que on veut pouvoir accompagner les clients pour résoudre leurs problèmes, donc avec cette logique forte de co-conception et de réflexion, et surtout, moi, je veux leur faire gagner du temps. Notre objectif, c'est de faire l'outil qui automatise et qui est le plus fluide et beau, donc une très grande orientation produit. Je veux que d'ici 3 ans, on considère Hublot comme étant le produit, bah, allez, le plus beau
de la gestion locative et qui convainc les gens par la qualité du produit et quasiment que par la qualité du produit. Alors, en tout début de réponse, tu as abordé un sujet qui me tient à cœur et je voudrais un petit peu creuser. Tu as dit on pouvait être enfin, que la levée de fonds, finalement, c'était pas la panacée et qu'on pouvait être très heureux en tant qu'entrepreneur avec une PME et une TPE. Et pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire être entrepreneur, c'est quelque chose qui doit permettre d'avoir une meilleure qualité de vie. Est-ce que c'est quelque chose, un focus sur lequel tu es très attentif pour qu'il y ait bien entendu de la croissance au sein de Hublot, mais que ce soit fait en harmonie par rapport à vos attentes à Agathe et à toi? Tout à fait, c'est quelque chose sur lequel j'ai eu un peu une réflexion parce que j'étais salarié pendant longtemps. Et ma conclusion, elle est qu'on peut être heureux quel que soit son chemin de carrière. Donc, étonnamment, je pense qu'on peut être très heureux dans le salariat, on peut être très heureux dans l'entrepreneuriat, mais avant, il faut réfléchir pourquoi on fait cette séquence-là. Et dans ce pourquoi, bah, on va déterminer les valeurs, ce qu'on veut faire, l'équilibre qu'on veut trouver. L'équilibre pro-perso est beaucoup plus compliqué à trouver dans l'entrepreneuriat que dans le salariat, il faut être quand même assez sincère. Par contre, dans l'entrepreneuriat, on va pouvoir faire des choses très intéressantes. Et donc, moi, je retirais la dimension sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, est un peu plus mis en avant le fait d'être entrepreneur. Je pense qu'il faut plutôt se poser la question de pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait pour avoir un sentiment de liberté? Bah, à ce moment-là, il faut avoir en tête que quand on fait des levées de fonds, il y a des actionnaires derrière, donc il y a des nouveaux chefs. Est-ce que je l'ai fait pour gagner du temps? Ou avoir du temps, bah, je pense que là encore, l'équilibre pro-perso est à voir. Est-ce que je le fais pour gagner de l'argent? Avoir son positionnement. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir pourquoi on fait cette action-là, ne pas avoir une idée préconçue en disant qu'une chose est meilleure. Et je pense que chacun va être heureux. Je pense qu'il y a des gens qui sont très heureux dans les levées de fonds, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils sont très bons là-dedans. Et il y a des gens qui sont très contents d'ouvrir une boulangerie et d'être boulanger eux-mêmes. Et ça fait partie de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'aussi, d'ailleurs, le terme entrepreneuriat, il devrait être beaucoup plus généralisé. Un médecin, il fait de l'entrepreneuriat. Enfin, et donc, je pense que il faut systématiquement pousser pour une réflexion interne, c'est-à-dire de se dire, mais pourquoi je le fais et se le rappeler. Parce que le pire, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et c'est vrai dans le quotidien professionnel, c'est que justement, on est happé par son quotidien et on oublie au fur et à mesure un peu ce qu'on a fait et on a une dissonance connective entre qu'est-ce que je fais mon quotidien, mais pourquoi je le faisais, et on peut avoir au fur et à mesure un écartement qui va créer certainement une sorte de malheur, c'est-à-dire, bah, en fait, je me suis lancé, mais j'ai été pris une direction que je n'aurais pas dû prendre, mais que je n'ai pas corrigée. Et c'est pour ça que nous, avec Agathe, on a été accompagnés dès le début par Réseau Entreprendre Paris, par des incubateurs sur lesquels les approches de coaching, d'accompagnement, pour moi, sont essentielles, parce que sinon, on ne prend pas du recul et on ne se pose pas des questions simples qui sont comment on va? Est-ce qu'on est heureux? Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on a toujours la même motivation? Et ça, c'est très difficile de se poser quand au quotidien, j'ai eu une démission, j'ai un client qui m'a dit non, j'ai signé, donc des euphories C'est ou des ça. moments de dépression au sein de la même journée. Oui, effectivement, les mouvements d'humeur au sein d'une journée dans l'entrepreneuriat sont exacerbés. Alors, tu mets en exergue le fait de bien se connaître. Est-ce que le rôle de l'entourage, alors tu as évoqué effectivement le réseau Entreprendre, qui est un excellent réseau pour accompagner les chefs d'entreprise au démarrage, tout au moins. Est-ce que l'entourage familial, amical est quelque chose qui est important aussi quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, je pense énormément, c'est-à-dire que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est forcément se lancer avec une prise de risque assez importante. Et donc, plus on a un entourage qui amène une certaine stabilité, plus ça donne de la force. Donc, ça peut être une stabilité financière, sous-entendu, je sais que si j'ai un problème financier, j'aurai un soutien émotionnel, un soutien aussi complémentaire, c'est-à-dire qu'on oublie que quand on est entrepreneur, et ben en fait, à qui je parle? À qui je critique, à qui je parle de ma journée, je ne peux pas en parler à mes salariés. Si je suis freelance, bah, j'ai même personne. Et donc, c'est une sorte d'exutoire, en tout cas de défouloir qu'on peut avoir. Et donc, je pense que l'entourage est très important et que l'entrepreneuriat n'est jamais une aventure seule. Elle est forcément collective
avec des degrés divers, mais l'entourage est pour moi indispensable dans la réussite d'un projet. D'ailleurs, souvent, je pense que si on creusait un peu plus, les succès qu'on dit individuels sont vraiment à relativiser, parce que je pense que la plupart des entrepreneurs à succès n'auraient jamais pu réussir sans un accompagnement qui peut être amical, hein, mais en tout cas sans un accompagnement. Oui, oui, un accompagnement, quelle que soit effectivement sa provenance, me semble très important pour pouvoir avoir une trajectoire qui permet d'obtenir les succès. Alors, un exercice que j'aime beaucoup, on va imaginer que je dispose d'une machine à remonter le temps. Je t'emmène, Flavien, dans la machine et nous en sortons. Tu es adolescent. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais prodiguer au jeune Flavien? Clairement d'avoir confiance en soi. Je pense que c'est ce qui amène le plus de choses. Confiance en soi, ça permet de se retirer des barrières qu'on se mettrait. Ça permet d'avoir plus confiance aux autres, hein. C'est-à-dire que si on n'a pas confiance en soi, ça paraît compliqué d'avoir confiance dans les autres. Et donc, je pense que je lui dirais d'avoir beaucoup plus confiance en soi pour les futurs et donc de foncer, de ne pas avoir peur des éléments. Je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais me donner. Alors, je suis complètement, je crois qu'on ne regrette que les choses qu'on n'a pas tentées et qu'effectivement, à la fin de sa vie, pouvoir se retourner et se dire, bah, j'ai tenté, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi, mais au moins je l'ai fait. C'est fondamental pour une vie épanouie. Alors, une dernière question, Flavien, justement, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, un domaine que je n'ai pas abordé et que tu aurais aimé que nous abordions? Là, c'est Euh, oui, en fait, un des éléments, bah, alors, c'est un peu ma carte blanche, mais c'est de parler un peu de la situation du logement en France aujourd'hui. Et juste un des éléments alors, je ne peux pas y faire grand-chose, hein, mais c'est quelque chose quand même, en essayant d'interagir avec les acteurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a un énorme besoin de logement en France, avec une très grande difficulté de proposer notamment des logements abordables. Et donc aujourd'hui, on a un enjeu majeur et qui risque d'augmenter, c'est comment on fait pour arriver à loger correctement des gens. Et donc, il faut arriver, et c'est plutôt la sphère publique qui doit arriver à dégager des moyens pour faire en sorte que notamment le logement social et éventuellement par des initiatives privées débloque cette situation-là. Mais on est aujourd'hui sur des tensions locatives délirantes, des étudiants qui n'y arrivent pas. On pourrait parler du statut d'entrepreneur qui bloque, que ce soit à l'achat ou à location, mais aujourd'hui, en fait, on est dans une situation où se loger est très compliqué et même difficile. Et ça peut être un frein à beaucoup de choses. C'est un frein à des études pour certaines catégories, c'est à des freins à des mobilités. Et je pense que le logement est un des axes majeurs si on veut faire en sorte aussi que la société ait ces fameux ascenseurs sociaux. Si je ne peux pas me loger dans des endroits où il y a les grandes écoles, bah, est-ce que je vais suivre ce parcours-là? Comment je poursuis mes études alors que je dois avoir un travail à côté pour payer le logement? Il y a plein d'enjeux que je trouve essentiels à aborder et qui est aujourd'hui, je pense, sous-estimé en termes d'impact. Mais pour vous le voir dans certaines grandes métropoles de France, la tension locative est juste délirante et, à mon avis, a des impacts assez importants. Alors, je suis complètement là, tu parles directement enfin, tu évoques directement la pyramide de Maslow avec des besoins fondamentaux et le logement en fait partie, effectivement, et tout ce qui en découle avec la perspective d'avenir et les possibilités d'évolution. Et à titre personnel, c'est quelque chose que les jeunes, mais aussi les moins jeunes, recherchent. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage, Flavien. Bah, merci beaucoup. Ton temps. Merci de ton sourire. Merci de nous avoir fait découvrir Hublot. Chers amis auditeurs, nous nous retrouvons bientôt pour de nouvelles interviews. Et puis, vous retrouverez dans le descriptif tous les éléments pour pouvoir contacter Flavien et entrer en contact avec Hublot. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci.